à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Event News TV. Nous recevons aujourd'hui dans le cadre des rencontres d'Event News TV à Abidjan le ministre Niamien Konan. Alors, il convient de souligner qu'il a été révélé aux Ivoiriens à la Direction générale des douanes en 2001, où il a réussi l'exploit de faire passer les recettes douanières de 400 milliards en 2001 à 800 milliards en 2008. En janvier 2009, il décide de créer l'Union pour la Côte d'Ivoire, en abréviation UPC, formation politique qu'il va quitter quelques années plus tard, précisément le 10 juin 2017, pour se consacrer cette fois-ci à un mouvement politique dénommé la Nouvelle Côte d'Ivoire, qu'il veut beaucoup plus rassembleur. Il convient de souligner qu'il a été également ministre de la fonction publique et de la réforme administrative en 2010, puis ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en 2014. Monsieur Niamien Konan, bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous recevoir dans les locaux de la Nouvelle Côte d'Ivoire. Soyez les bienvenus. Merci. La présentation, est-ce qu'elle vous sied? Oui, monsieur, parfaitement. Oui. Surtout que je ne suis pas quelqu'un qui aime regarder en arrière. J'aime aller devant. C'est ce que je vais faire qui m'intéresse, c'est parce que j'ai déjà fait. Sinon, vous avez oublié qu'entre-temps, j'ai fait 10 mois à la tête du département de l'habitat et du logement social. Oui, c'est bien. Alors, de toutes les hautes fonctions que nous avons citées tout à l'heure, les Ivoiriens s'accordent sur vos preuves, les réformes que vous avez engagées au niveau des douanes, qui permettent jusqu'à présent à la Côte d'Ivoire d'engager, je dirais, plus de 1723 milliards francs CFA. Est-ce que vous n'avez pas été beaucoup plus utile à ce niveau-là qu'aujourd'hui? Oui, vous savez... utile à votre pays, je veux dire. Oui, on peut le dire comme ça, hein, on peut le dire. J'ai été plus utile ou que j'aurais été plus utile. C'est une question qui me revient sans cesse. Bon, mais ça mérite quelques précisions. D'abord, j'ai été directeur général des douanes de 2001 à 2008. Oui. Mais il faut que je vous rappelle que je suis rentré à la douane en septembre 1983 en tant qu'informaticien. En quittant la douane en 2008, j'avais le sentiment que le devoir était accompli, c'était une mission accomplie, que j'avais fait ce que j'avais à faire et que je laissais un système tout à fait fiable, capable d'être géré par une autre personne. Je ne dirais pas n'importe qui, mais par une autre personne qui a les compétences requises. Mais je ne voudrais pas aussi qu'on passe en perte et profit ce qui a été fait au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Oui. Vous vous rappelez l'épisode des milliers de fonctionnaires fictifs que nous avons sortis plus de 2000. Du fichier. Et cela sans aucune contribution budgétaire. Hein. Ça a été avec les moyens de bord. On n'a pas eu affaire à des experts internationaux, des conseillers techniques, ni de financement particulier. On a fait avec des jeunes Ivoiriens, avec la compétence des jeunes Ivoiriens. Ensuite, nous avons mis en place un système pour sécuriser non seulement les concours, le recrutement et les actes de nomination à la fonction publique. Et en plus, nous avons introduit dans ce système-là des possibilités qui font qu'aujourd'hui, pour suivre l'évolution de son acte, ce qui donnait à toutes sortes de transactions, pour ne pas dire de tracasseries, voilà, les actes de nomination, un fonctionnaire peut les suivre sur ces actes sans se déplacer. Et nous avons fait là aussi beaucoup de choses en 3 ans. Bon, si dans les autres départements, les gens ont été moins marqués, c'est parce que j'ai eu quand même moins de temps. Vous prenez l'exemple de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est 1 an et demi. 1 an et demi, l'enseignement supérieur, c'est vraiment un enjeu majeur avec beaucoup de problèmes. Nous avons quand même eu le temps de créer l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Nous avions des réformes sous la main, mais malheureusement, nous n'avons pas eu le temps. Le temps ne nous a pas été accordé de les mettre en œuvre. Autant au logement. Donc, je pense que j'ai été utile partout.
C'est le sentiment personnel que j'ai, qu'aujourd'hui, je n'ai pas à retourner à la douane, sauf pour faire une ou deux choses. Mais de façon générale, tous les cadres qui sont restés, à la douane, s'ils veulent utiliser ce système, ils sont capables d'atteindre les objectifs que l'État leur fixe. Lorsqu'on finit de faire ses preuves avec toutes ces réformes reconnues par tous les Ivoiriens et qu'aujourd'hui on assiste à une gestion clanique du pouvoir d'État, au rattrapage ethnique qui est justifié par le chef de l'État, comment est-ce qu'on se sent? Mais comme tous les Ivoiriens. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'arène politique, nous sommes présidents de parti, quand nous parlons, notre voix porte davantage. Mais sinon, on se sent comme tous les Ivoiriens, on se sent déçu, peut-être à la fois floué même, puisqu'on avait fondé beaucoup d'espoir dans ce changement. Le sentiment des Ivoiriens, en 2011, c'était quoi? Oui, on a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert. On a beaucoup de choses qui nous font mal. Mais si ça se trouve que c'était le prix à payer pour un vrai changement, c'était ça l'état d'esprit des Ivoiriens. Ils étaient prêts à tout. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est juste pas mieux. C'est juste pas mieux, pour ne pas dire pire. Voilà, donc on se sent tous un peu floués. Mais vous vous sentez floué, est-ce que vous ne vous sentez pas vraiment instrumentalisé par ce régime-là que vous avez rejoint en 2010 parce qu'il répondait à vos attentes de redresser le pays pour atteindre le développement? Non, je me sens pas du tout instrumentalisé. J'aurais pu, en 2011, j'aurais pu rejoindre un gouvernement du FPI ou de la LMP ou du LMP à l'époque, hein, j'aurais pu les rejoindre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'étais pas au deuxième tour. J'avais obtenu un résultat très médiocre, hein, pour ne pas dire davantage, hein, qui ne me permettait pas, bien entendu, d'être au deuxième tour. Il nous a fallu faire un choix. Mais pour faire ce choix, non seulement au niveau du parti, nous avons voté, mais j'ai décidé qu'après ce vote, bien que le RHDP l'ait remporté, d'écrire aux deux camps la chose suivante. Est-ce que vous êtes prêts, comme nous le proposons, à lutter contre la corruption pour obtenir des ressources supplémentaires pour financer le développement? Si vous êtes prêts à prendre en compte toute partie de notre projet de société, mais nous sommes prêts à vous soutenir. Voilà ce qu'on a écrit en substance. Le camp LMP n'a pas répondu. Le camp RHDP a répondu. Mais en ce moment, on ne savait même pas que c'est le RHDP qui allait l'emporter. Et donc, finalement, vous avez assisté à ce qui s'est passé. Le RHDP est arrivé au pouvoir. Le sentiment qui nous animait, on a dit, eh bien, quel que soit dans le camp où nous sommes, dès lors qu'on nous donne sur une trentaine de départements, un département à gérer, nous allons faire le mieux qu'on peut. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de faire notre mieux, quel que soit le département qui nous a été confié. Donc, on ne s'est pas senti instrumentalisé. Et on se dit, à l'arrivée, si on n'avait pas été là, est-ce que ces choses allaient être faites? Puisqu'elles n'ont pas été faites auparavant. Donc, on se sent tout à fait fier d'avoir eu l'occasion d'apporter quelque chose, d'apporter la preuve supplémentaire qu'il existe en Côte d'Ivoire ici des cadres compétents qui peuvent changer les choses. Voilà notre conviction. On peut changer les choses. Je remarque que vous avez démissionné de votre parti politique pour créer un mouvement politique en vue de rassembler les Ivoiriens. Est-ce que les Ivoiriens, je veux dire, votre message passe auprès des Ivoiriens pour avoir appartenu au régime de Alassane Ouattara? Oui, mais c'est toute la pédagogie qu'on essaie d'utiliser, c'est toute la justification de la pédagogie qu'on essaie d'utiliser pour convaincre les Ivoiriens. Je dis, ne vous fiez pas au fait, ne vous accrochez pas au fait que nous ayons appartenu à un camp A ou un camp B. Regardons le travail, regardez plutôt le travail qu'on a pu faire. J'ai travaillé en tant que directeur général des douanes. La douane, ça vaut bien un ministère. Hein.
Je travaille en tant que directeur général des douanes avec le président Babo, j'ai eu les résultats. J'ai travaillé avec le président actuel, j'ai eu les résultats. Et fort de ces résultats, j'ai dit, confiez-moi tout le reste. Et que je vais faire les mêmes changements un peu partout. Donc, le fait d'avoir appartenu à chose LMP ou RHDP, nous avons eu presque partout le même résultat. Donc, que les gens s'accrochent à ça, je pense qu'ils ont tort. Parce que tout le monde, depuis, je sais pas, 2000, tout le monde a participé au gouvernement de tout le monde. Le FI a participé au gouvernement de Gueye, en même temps que le PDCI et le RDR. Le RDR a appartenu à un moment donné. Le RDR, avec la rébellion, avait 13 ministères plus la primature. Donc, est-ce que ça fait qu'aujourd'hui, on peut leur reprocher, ah oui, vous avez dit tout ça, vous faites tout ça, mais vous avez travaillé avec le président Gbagbo. Je pense que ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Chacun est comptable de ce qu'il a fait. Alors, parlons de résultats. On se souvient que pour pallier aux effectifs pléthoriques des universités en Côte d'Ivoire, vous avez mis en place l'université virtuelle. Aujourd'hui, même si vous n'êtes plus aux commandes, qu'est-ce qu'il en est de l'université virtuelle au regard de, on va dire, l'absence de la connexion Internet, de la fracture numérique? Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de l'université virtuelle? Mais je disais alors, à l'époque, que l'université virtuelle, l'enseignement à distance, c'est vraiment la solution. Mais la solution intégrale. Ce n'est pas seulement pour lutter contre le phénomène de la massification des effectifs pléthoriques, comme vous dites, mais ça permet aux jeunes, aux apprenants, de pouvoir suivre la formation à tout moment et en tout lieu. D'avoir toutes les ressources pédagogiques en un seul cours. C'est-à-dire, vous commencez une année, prenons celle-là, 2017-2018, vous pouvez avoir accès à tous les cours de cette année académique. Et vous pouvez ainsi prendre l'avance, revenir sur les cours, pouvoir rester en contact avec vos enseignants. En fait, vraiment, c'est une solution fantastique. Et c'est utilisé partout ailleurs. Vous allez dans une université américaine où j'ai été, on vous dit non, on n'a que 60% de notre effectif sur l'université. 40% ou je ne sais pas, le contraire d'ailleurs, de cet effectif se trouve en Amérique latine. On n'a vraiment rien inventé, c'est ce qui se fait. Sans bruit. Vous pensez, comment les Chinois, qui sont aussi nombreux, règlent leurs problèmes d'effectifs? Ce n'est pas l'enseignement à distance. Donc, nous avons introduit ça, mais aujourd'hui, je dois vous avouer que je suis plus ou moins loin de ces choses. Je ne sais pas si c'est bien fait, je ne sais pas si c'est fait comme j'avais imaginé. En tout cas, je constate qu'on oriente. On oriente beaucoup d'étudiants, beaucoup de bacheliers vers cette université. C'est une bonne chose. 20 000, on va dire, c'est une bonne chose. Moi, je voyais quelque chose de plus progressif. Et qu'il fallait que vraiment on arrive à la vitesse de croisière avec cette université pour que les étudiants eux-mêmes choisissent d'aller dans cette université. Bon, je ne savais pas que les choses allaient se passer comme ça, mais peut-être qu'ils ont trouvé les solutions à autant d'étudiants dès le début, en une seule fois. Voilà. Ça devait être, au début, ça devait être un support pour l'ensemble de tous les étudiants. Juste à ce que les étudiants eux-mêmes découvrent que ces cours sont aussi efficaces et aussi performants que l'enseignement en présentiel. Bon, peut-être qu'ils ont fait la démonstration plus rapidement que je l'avais prévu. Mais c'est un formidable outil pour l'apprentissage tout le long de la vie. Quand cette université va arriver à sa vitesse de croisière, il y aura suffisamment de ressources techniques, tout le monde. Vous pouvez commencer une formation en médecine à 40 ans si ça vous chante, grâce à ces ressources-là. C'est l'avenir. Ok, Niamey Konon, vous êtes l'homme des réformes, reconnu aussi bien de la gauche que de la droite. J'ai bien envie de vous demander quels sont les maux dont souffre la Côte d'Ivoire, à part la corruption qui nous fait perdre plus de 2000 milliards chaque année. Quels sont les maux qui ont besoin d'être réformés pour que la Côte d'Ivoire aille au développement?
Ben, vous avez parlé, vous avez dit la corruption. Nous, à la Nouvelle-Côte d'Ivoire, nous disons que c'est vraiment le mal absolu. La corruption nous fait perdre beaucoup de ressources. Vous avez dit 2000, nous on dit, on est prudent, on dit entre 1000 et 2000. Et sans peur d'être démenti. Parce qu'il y a beaucoup de rapports, plus ou moins confidentiels, qui disent à peu près ça. Des rapports qui usent de formules diplomatiques, mais disent à peu près ça. Mais si nous avons ces ressources-là, la première chose qu'il faut faire, c'est de réhabiliter l'école. Je pense que le gros chantier aujourd'hui, c'est l'école. L'école, il faut que l'école puisse déboucher sur des compétences et des emplois. Tenez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je fais comme ça une estimation de tête. Et je me rends compte qu'il y a environ entre 30 000 et 50 000 jeunes qui sont en train de faire du droit, de carrière juridique. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens d'employer autant de juristes. Ce n'est juste pas possible. On peut citer toutes les filières. Donc, il faut réformer l'école. Il faut mettre l'accent dessus. Parce que pour nous, un jeune qui est bien formé, dans une filière dont on a besoin ici pour notre développement, qui est bien formé, un jeune qui est bien formé, là où il doit être formé, ne peut pas chômer. Le chômage résulte du fait que les gens sont mal formés et en plus sont formés pour des choses dont on n'a pas besoin en Côte d'Ivoire. Donc c'est ce qu'il faut revoir en priorité. Mais et bien entendu, il faut avoir les moyens de transformer sur place nos matières premières. L'industrialisation. Nos matières premières agricoles. Mais, quelle opportunité avons-nous de mettre notre jeunesse au travail si nos matières premières agricoles ou notre matière première tout court sont transformées à l'extérieur? C'est à l'extérieur qu'on crée l'emploi. C'est pas chose. C'est comme quand vous confiez, après combien d'années d'indépendance, vous confiez la réalisation de vos routes ou de vos ponts par des techniciens étrangers. Mais c'est quelle opportunité vous avez pour donner du travail à votre jeunesse? C'est juste pas possible. Ce sont ces choses qu'il faut réformer. Il faut réformer l'administration. Tenez par exemple. Moi j'ai toujours dit, c'était mon repris et puis il faut croire que ça vient d'eux. J'ai dit, l'administration ne doit pas demander à un citoyen des informations qu'elle est censée déjà détenir. C'est comme aujourd'hui, on va dépenser 4 à 5 milliards. Pour faire quoi? Pour faire la révision de la liste électorale. Mais on peut bien s'en passer. On fait la révision avec la carte d'identité nationale. Bien la carte nationale d'identité, la CNI. La CNI est supposée être biométrique. Mais si elle n'est pas biométrique, elle doit l'être. Mais tous ceux qui détiennent la carte d'identité biométrique, où est indiquée leur résidence, n'ont pas besoin encore d'aller se faire recenser dans une liste électorale. Ils sont dans un fichier qu'on bascule dans le fichier électoral. Mais à ma grande surprise, je pensais que j'étais en train de faire une révolution ou de suggérer quelque chose d'innovateur. Mais non, c'est déjà pratiquement le cas au Sénégal. Et c'est la CEDEAO, dans une directive qui demande aux pays membres d'avoir la carte d'identité biométrique CEDEAO. Et ça fait au moins 2 ans que le président Macky Sall a lancé ça au Sénégal. Et cette carte, vous avez le recto, qui est une carte d'identité avec les informations que nous avons sur notre carte d'identité, nationale d'identité. Et au verso, c'est une carte d'électeur. Donc, quand vous allez pour la révision de la liste électorale, vous allez juste dire à un fonctionnaire, écoutez, j'ai été, mon domicile indiqué, c'est à Tchégouakro, mais vous comprenez? Bon, j'aimerais revenir au niveau de votre région, où
selon des informations qui me parviennent, vos parents vous reprochent de ne pas contribuer à ce que leurs enfants aient du travail pour la personnalité politique que vous êtes, qui met la méritocratie, l'employabilité au cœur de sa politique. Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes méritants à Botro, par exemple, que vous pourrez, je dirais, insérer dans le tissu socio-professionnel? Je pense qu'on ne se comprend pas du tout. Ah bon? Voilà, on ne se comprend pas du tout. Moi, je n'ai jamais travaillé. Je n'ai jamais travaillé ni pour moi-même, ni pour mes parents, ni pour les gens de mon village. J'ai toujours travaillé pour les Ivoiriens. Voilà. Donc, celui qui pense que quand qu'on a des responsabilités, il faut dire que je n'ai pas encore créé d'entreprise. Voilà. Donc, ceux qui pensent que quand on est directeur général des douanes, c'est l'occasion pour que les gens, les ressortissants de son village, qu'ils soient méritants ou pas, rentrent en douane, ceux-là, ils sont vraiment des gens très différents de moi. Vous avez dit mérite. Moi, c'est vraiment le mérite. Le travail que je veux faire doit pouvoir profiter autant aux jeunes de Diekoué, qu'aux jeunes de Botro, qu'aux jeunes de Sinémantiali. C'est dans cette logique que moi je suis. Évidemment, j'entends ce genre de critiques, mais je pense que je mets ça sous le coup de, je sais pas, de l'ignorance. Alors, un député, ça ne crée pas d'emploi. Un député, ça vote des lois, ça contrôle l'action gouvernementale, ça fait des propositions de loi, mais ce n'est pas là pour trouver du travail aux jeunes, surtout pas. On ne fait pas la politique pour arranger. C'est de ça qu'on parle. C'est quand on dénonce. C'est ça qui est le tribalisme. C'est ça qui est le tribalisme. Moi, je ne suis pas un tribaliste. Je suis un nationaliste. Je suis un patriote. Donc, pour moi, je ne reçois pas du tout les plaintes des jeunes de mon village qui disent « Ah oui, mais il ne fait rien pour nous. » Mais ça, c'est la Côte d'Ivoire vraiment que je renie. C'est pourquoi il faut passer à la nouvelle Côte d'Ivoire. Et il faut passer à la nouvelle Côte d'Ivoire. Un Ivoirien, c'est un Ivoirien. À diplôme égal, la seule chose que je peux privilégier, c'est celui qui a passé plus d'années dans le chômage. Voilà, c'est... Justement, il faut aussi changer le paradigme des Ivoiriens, changer la mentalité des Ivoiriens. Mais bien sûr, il faut changer les mentalités des Ivoiriens. Bon, en dehors de quelques-uns, ce n'est pas la majorité. La majorité des Ivoiriens sont d'accord que la seule chose qui doit les distinguer, c'est le mérite qui doit les distinguer, pas autre chose, pas l'ethnie. Ils sont d'accord avec ça. Mais évidemment, s'il y a un système qu'on met en place qui tend à le faire, chacun essaie d'en profiter. Chacun essaie de faire de l'opportunisme, d'en profiter. Mais nous, ce n'est pas notre ambition, ce n'est pas notre objectif. Terminons cet entretien avec un dernier point, la révision de la liste électorale. Vous appelez vos militants à aller s'inscrire se faire enrôler. Il y a une frange de l'opposition qui lance un boycott. Quel jugement faites-vous de ce boycott-là? Bon, ce qui est dommage dans cette affaire, c'est qu'à aucun moment, le parti au pouvoir appelle les partis d'opposition à discuter. J'estime que pour un pays qui a l'ambition, qui veut se développer, la première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il y ait, qu'on arrive à réaliser un consensus autour de certaines choses, autour de certaines valeurs, dont la démocratie. Ce qui doit nous départager, c'est le suffrage des Ivoiriens. Mais les règles pour aller aux élections, ça c'est des choses, tout le monde doit signer pour dire je suis d'accord. Tant que tout le monde ne signe pas que je suis d'accord, on continue de discuter. Si on veut que la Côte d'Ivoire soit un jour légale ou qui dépasse d'ailleurs toutes les nations qu'on peut citer, parce que nous avons 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois, peut-être 20 fois plus de ressources que ces pays-là. Il faut la démocratie en Côte d'Ivoire. Et sur les règles de la démocratie, le code électoral, la révision de la liste électorale, la structure, que ce soit le ministère. D'ailleurs, si on est d'accord avec les règles, même le ministère de l'Intérieur peut organiser
les élections. On dépense beaucoup d'argent parce qu'on n'est pas d'accord sur les règles. Parce qu'au ministère de l'Intérieur, je ne suis pas sûr que tous les agents qui sont là-bas soient des agents d'un parti. On peut tout à fait le faire, mais c'est les règles. Ce n'est pas la peine d'aller aux élections quand il y a un grand fût-elle d'opposition, un grand nombre. Le FPI, EDS, quand même, ça fait beaucoup de monde. Quand on prend le résultat des élections auxquelles tout le monde a participé, c'est-à-dire les élections de 2010, on ne peut pas dire que ceux qui sont là-bas, c'est une minorité. Donc, s'ils disent que les règles ne sont pas bonnes, que la structure qui est là est dépassée, légalement dépassée, on s'assoit, on leur explique ce qu'ils n'ont pas compris. Et eux, ils expliquent ce qu'ils ont compris, jusqu'à ce qu'on soit d'accord. Pourquoi on irait aux élections alors que une grande partie des responsables politiques, des partis politiques, appellent au boycott de la révision de la liste électorale? Oui, mais en même temps, vous ne vous inscrivez pas dans le boycott. Moi, je ne m'inscris pas. Je m'inscris nulle part. Je ne m'inscris ni dans la révision, telle qu'elle est faite aujourd'hui, ni dans le boycott. Parce que je pense qu'on peut faire autrement. Ce que je suis en train de dire, c'est diantre. Commençons par inscrire sur la liste électorale tous les Ivoiriens. Vous avez au moins en Côte d'Ivoire 3 millions d'Ivoiriens, notamment de jeunes, qui ont une carte d'identité nationale, qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale et qui ne vont pas le faire. Ils ne voient pas l'intérêt d'aller le faire. Et à quoi on assiste? Que des partis politiques, en tout cas ceux qui ont les moyens, s'organisent pour transporter, pour ne pas dire pour convoyer, leurs partisans, ou même au-delà, pour convoyer toutes les personnes qui veulent prendre un car ou qui veulent voyager, pour aller les faire inscrire. Mais ça fausse la démocratie. Parce que les gens n'ont même pas le transport. Quelquefois, les gens n'ont même pas 1000 francs pour faire, pour payer le transport pour aller se faire une carte d'identité. Mais ceux qui l'ont, inscrivons-les d'office. C'est quoi ce débat de dire, bon, il faut boycotter, non, il faut le faire en une semaine? C'est vraiment, moi je ne vois pas la Côte d'Ivoire, ça c'est l'archaïsme. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant qui peut nous faire économiser de l'argent, du temps et beaucoup d'autres choses dans l'avenir? C'est de dire, allez, adoptons la directive de la CEDEAO, à défaut de créer la nôtre. Adoptons celle que la CEDEAO préconise pour dire, refaisons donc une carte d'identité CEDEAO biométrique. Le verso, c'est une carte d'identité, c'est une nationale d'identité, voire même un passeport dans l'espace CEDEAO. Et le verso, c'est une carte d'électeur. Donc, quand on va dire révision, c'est juste aller voir un fonctionnaire, soit la sous-préfecture ou de la mairie, pour dire, bon, voilà, désormais, considérez-moi comme quelqu'un qui est ici, mais pas de l'autre côté. C'est ça qui m'intéresse. Mais le recensement électoral, normalement, ça a lieu tous les ans. Donc, il va y avoir celui de cette année. Et puis, il va y avoir l'année prochaine et en 2020. Mais je pense que d'ici là, il faut qu'on y arrive. Et il faut que la Côte d'Ivoire soit un État moderne. Et il faut que c'est... Je profite de votre je sais pas, de votre caméra pour dire, la nationalité, c'est un droit. C'est un droit. Quelqu'un ne peut pas être privé de nationalité parce qu'il n'a pas de moyens. Donc pour moi, l'histoire des cartes d'identité nationale, ça doit être gratuit. L'extrait de naissance, ça doit être gratuit. Avec thème ou pas thème. La carte d'identité nationale, ça doit être gratuit. Je ne parle même pas de carte d'électeur. Comprenez, ça doit être gratuit. Et quand je dis gratuit, ça veut dire que c'est tous les Ivoiriens qui doivent s'entraîner pour payer. Parce que tout se fait avec nos impôts, c'est notre mutuelle. On ne doit pas faire payer. Ça me fait crier, mais c'est une absurdité de faire payer quelqu'un pour qu'il ait la nationalité à laquelle il a droit. On ne doit pas payer la carte d'identité nationale. Et la carte d'identité doit
conférer aux citoyens certains droits, dont le droit de vote. Donc on parle, on est sur deux planètes différentes. Moi je ne vais pas appeler les gens, mais pourquoi est-ce que moi j'appellerais les gens à aller s'inscrire? C'est un droit voter. Pourquoi? Normalement on doit poursuivre tous les partis politiques qui appellent les gens à aller, c'est-à-dire qu'ils veulent fausser la démocratie. Quand la campagne va s'ouvrir, ils auront le droit de dire allez voter pour moi. Mais allez vous faire recenser. Sous-entendu, allez vous faire recenser pour voter pour moi. La campagne va commencer. Il y a des gens qui les transportent, qui font leurs pièces. Et peut-être qu'ils leur payent le petit déjeuner même pour qu'ils aillent se faire recenser. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est compris, monsieur. Je vous... Ok, nous sommes au thème de cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit des... Non, juste vous remercier, puisque tout à l'heure vous avez demandé comment vous faites, vous pouvez passer votre message. Est-ce que les Ivoiriens vous perçoivent? Je pense qu'à force de taper sur le caillou, la goutte d'eau finit par percer ce caillou. Et aujourd'hui, nous avons la chance, à notre époque-là, d'avoir Internet, d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir les médias en ligne pour faire passer nos messages. Quand je vous parle aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que je vais être entendu par 20 000 personnes. Vous savez ce que ça coûte d'organiser un meeting pour parler à 20 000 personnes? Au moins 40 millions. Et au moins 40 millions. Donc là, en peut-être 1 heure de temps, vous allez certainement me permettre de me faire entendre par 20 000, peut-être plus que ça, des millions d'Ivoiriens, Inch'Allah, au-delà de la Côte d'Ivoire. C'est extraordinaire, donc je vous remercie pour cette opportunité. Merci à vous. Ok, merci bien de nous avoir suivis sur Event News TV. Nous rencontrons aujourd'hui, nous recevons M. Nyamien Konan, le ministre Nyamien Konan, qui se prononçait sur beaucoup de sujets d'actualité. Bonne suite des programmes sur Event News TV.